1000 chapitres. Oui, Eiichiro Oda a bel et bien atteint ce chiffre. La consécration de 23 ans de vie qu'il a donné à cette œuvre. Et nous y sommes enfin. Ce grand chapitre que nous attendions tous impatiemment se dévoile aujourd'hui. Et il se nomme en toute simplicité Luffy au chapeau de paille. Alors ne perdons pas plus de temps et fêtons dignement ce cadeau de Noël en commençant cette analyse approfondie de ce chapitre de malade. Et si vous voulez m'offrir un cadeau cette année, alors abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche, explosez le compteur de likes pour fêter la dernière review de 2020 et par la même occasion, fêtez les 55 000 abonnés comme il se doit. Après ça désormais, on peut commencer. Le chapitre 1000 se dévoile avec une moitié de couverture qui vient compléter la précédente du chapitre 999. Comme aimantée à celle-ci, elle divulgue un color spread identique à celui du chapitre 100, mais dont cette fois l'équipage est au complet avec Jinbei dans les rangs. Deux petits détails sur le crâne du pirate ont cependant été changés, il a désormais 3 impacts de balles contrairement à l'ancienne où il n'y en avait qu'un. Et on note les petites moustaches qui rappellent celles de Roger. Mais c'est le titre qui annonce d'autant plus la couleur Mugiwara no Luffy. 2 ans et demi que je théorise que le chapitre 1000 sera celui de Luffy et aujourd'hui ça se concrétise enfin. Alors on va prendre quelques minutes pour analyser toute la symbolique autour de ce titre car elles sont nombreuses. À commencer par celles que j'ai pu vous dire dans mes précédentes théories. Petit rappel. Franky affiche le chiffre 10 sur son t-shirt et tient le chiffre 0 dans sa main. On peut donc en conclure le chiffre 100. Et si on se réfère désormais au chapitre 100, c'est exactement ici que nos 5 Mugiwara se font une promesse. Réaliser leur rêve. La notion du rêve, une nouvelle fois. Prenons les chiffres tenus dans la main de Chopper et celle d'Usopp, on comprend alors que cela nous ramène au chiffre 001, soit le premier chapitre. Si nous assemblons tout cela, le premier chapitre égale Romance Dawn à l'aube d'une grande aventure. Le chapitre 100 égale, et ainsi débute la légende, et en ajoutant au chiffre de Franky l'os que tient Luffy dans sa main, nous obtenons alors 1001. Que ce soit dans le sens de Franky à Luffy ou de Luffy à Usopp, nous obtenons le chiffre 1001, lu dans les deux sens. Il se pourrait donc que le chapitre 1000 ou 1001 soit le fameux chapitre utilisant le flashback du passé, et que nous retournerions à Fuchsia, dans le passé de Luffy. Aujourd'hui, en plus d'avoir reproduit la même couverture qu'au chapitre 100, c'est également le sujet principal qui se répète dans celui du 1000e, le rêve de Luffy de devenir roi des pirates. Concernant son flashback à Fuchsia, il n'est pas totalement ce que j'avais imaginé, mais on a bien eu une référence à cette époque où il déclarait son rêve à Sabo et Ace et dont on reparlera plus en détail après ça. Pour le chapitre 1 cette fois, la référence était également présente avec une scène des plus marquantes puisque c'est ici que Luffy frappe un roi des mers avec son Gomu Gomu no Mi et déclare vouloir devenir le roi des pirates. Une scène qui rappelle la dernière de ce chapitre et dont le roi des mers pourrait être un clin d'œil à Kaido et son fruit du poisson. C'est également une référence au chapitre 2 puisqu'en plus d'avoir le même titre à un mot près, non plus Luffy l'homme au chapeau de paille, mais simplement Luffy au chapeau de paille, on peut voir que la scène finale de ces chapitres s'immortalise presque de la même manière. Au chapitre 2, Luffy envoie son Gomu Gomu no Mi sur Alvidia, celle tenant un kanabo identique à Kaido. Et le chapitre 1000 va se conclure d'une manière similaire. Enfin, c'est ma dernière hypothèse selon laquelle Luffy se révélerait être Joy Boy qui était la plus intéressante. Alors oui, si nous lisons le chapitre, Oda n'a rien dit de tout ça. Cependant, le titre, lui, parle beaucoup plus que ce qu'on croit. En y réfléchissant un peu, je me suis dit, si les deux couvertures du chapitre 999 et 1000 ne font qu'une, alors peut-être en est-il autant avec le titre. Ce qui donnerait alors le saké que je brasse t'attend, Luffy au chapeau de paille. Et c'est là que serait la véritable métaphore à Joy Boy, car cette citation du chapitre 999 est une poésie japonaise très ancienne dont l'auteur parle de solitude et d'impatience à attendre le retour d'une personne. Le saké est alors considéré comme la boisson divine et magique capable de protéger celle ou celui revenu après un long périple. Quand on sait que l'homme qui attend depuis tant d'années les habitants de Wano et plus particulièrement Oden était Joy Boy, on peut alors se dire qu'ici il s'agirait de Luffy, ce qui serait une magnifique référence et un jeu de mots incroyable qu'offrirait Oda à ses lecteurs. Et ça peut s'appuyer d'autant plus quand on assemble les titres symboliques. À l'aube d'une nouvelle aventure, la légende a commencé. Luffy au chapeau de paille. C'est comme si Oda à son tour écrivait une histoire à travers ses titres et qui viendrait se conclure par exemple au chapitre 1100 par le roi des pirates. Je tenais donc à vous montrer que rien que par le titre, Oda a une nouvelle fois voulu marquer un grand coup
avec ce 1000e chapitre. Et ça, ce n'est que le début, car dès l'ouverture du rideau, Luffy retrouve les mousquetaires qui lui ont frayé le chemin, le menant à Kaido et Big Mom. Petite scène drôle que j'ai adorée où Luffy appelle Shishilian Shishimamuchi, ça m'a tué de rire. Il le remercie par ailleurs d'avoir protégé au péril de leur vie Raizu face à Jack. C'est vrai que c'était un moment d'anthologie dans One Piece et qui prouve la loyauté sans faille des Minks envers les Kozuki. Cette scène nous conduit alors du côté de Queen et King faisant face à Marco, qui va littéralement dominer et mettre au piquet les deux commandants de l'homme aux 100 bêtes, et comme si ça suffisait pas, il envoie Zoro pour atteindre enfin le dôme et rejoindre ainsi son capitaine. Oui, vous le savez, vous le sentez, je vais le dire, cette scène vous dit clairement « Yo, je m'appelle Marco, j'ai une tête d'ananas, mais j'en ai rien à foutre, je me fais 2 dinos avec mes ailes de poulet, je suis un Tugman !» Regardez leur tête, sérieusement, vous avez vu la détresse, la PLS dans les yeux des gars à qui on a donné quand même le titre de roi et reine. Ça me fait mal, franchement. Mais bon, je vais arrêter de vanner là-dessus. Passons aux choses sérieuses, puisqu'on se dirige vers l'un des moments les plus importants de ce chapitre. Momonosuke s'interroge sur le Di. Oui, nous allons savoir enfin ce que signifie cette putain de lettre depuis 23 ans qu'on attend ça. On y est, les gars, nous y sommes. La révélation de que dalle. Yamato contrecarre mes plans, me met un taquet et elle me dit « Non, j'ai en main le livre du gars qui a atteint Raftel, soit l'île qui détient tous les secrets du monde et de l'univers, mais de tout ce qu'il y a dedans. Tu vois, Nina, j'ai décidé de te raconter que la nouvelle génération sera celle qui vaincra Kaido. Alors comment te dire que tu m'avais déjà dit ça au chapitre 999, que j'ai attendu comme une gosse de 4 ans qui attend d'ouvrir son cadeau de Noël, mais qui reçoit du coup une carotte à la base de ma maison Barbie. Oui, ma déception est grande et elle se fait ressentir parce que je désespère qu'Oda puisse révéler quelque chose de cette lettre. Faut se rendre compte quand même que je suis en train de littéralement péter une durite sur une lettre. Vous vous rendez compte ou pas? Moi, quand j'étais à l'école, ma maîtresse, elle me disait, Nina, le Di, c'est la lettre après le C et celle avant le E. D comme dindon, c'est exactement ce que je suis quand je vois la révélation d'Yamato. Mais bon, bref, là, je vanne quand même beaucoup parce qu'il y a quand même eu du très bon avec ces pages et pas qu'un peu. Malgré qu'Yamato n'ait pas répondu au sujet des Di, elle restitue le journal à son véritable héritier, Momonosuke, et lui explique comment elle est parvenue à l'obtenir. Quelqu'un l'aurait donc protégé durant l'incendie et aurait fini dans les eaux. On peut imaginer qu'il s'agisse de Toki qui l'aurait fait tomber après être sorti du château en feu, mais de l'autre, il serait quand même beaucoup plus intéressant d'imaginer qu'il s'agissait d'Iori et que sa mère aurait pu lui confier avant de disparaître, ce qui expliquerait pourquoi en voyant Zoro, elle avait bugué sur ses 3 sabres. En tout cas, c'est une nouvelle énigme qui pourrait s'avérer déterminante si jamais ce journal a été entre de mauvaises mains avant que la fille de Kaido le récupère. Yamato poursuit les révélations et nous replonge dans le flashback d'Ace qui lui parle du rêve de Luffy. Elle va alors se mettre à pleurer et dire qu'un grand homme mentionné par Oden disait la même chose. Un parallèle qui nous replonge au chapitre 966 où Oden et Newgate rient après la révélation de Roger. À ce moment-là, nous avons vu les mots précis qu'écrit Oden dans son journal et qu'Yamato a donc lu. J'étais tellement sonnée que je ne pouvais pas bouger, il m'avait déjà laissé sans voix 2 fois qui était ce mec. Quand cette scène était apparue, on était nombreux à avoir fait le rapprochement avec celle du chapitre 585 où on pouvait noter la même disposition des personnages jusqu'à leur pansement. Et aujourd'hui, il n'y a plus de doute et ça se confirme définitivement avec les mots Case dit à Yamato au sujet du rêve de Luffy. Et on retrouve une nouvelle fois la symbolique du pansement sur le nez d'Ace, Oden et Sabo. Concernant le rêve de Luffy et Roger, la réponse serait logiquement celle donnée à la fin de ce chapitre, devenir roi des pirates. Cependant, j'émets quelques doutes là-dessus. Cette scène est vraiment très bizarre parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup trop simple, que ce point commun pourrait être autre chose, d'autant quand on voit la réaction désinvolte de Roger lorsqu'il a obtenu le titre de seigneur des pirates. Donc on peut se dire que ça pourrait être totalement autre chose. Le dialogue entre Yamato et Ace se poursuit donnant une scène très touchante et amusante quand Ace dit vouloir boire un coup avec ce grand homme et Luffy, sans savoir qu'il s'agit finalement de son père. Cette mini-case était extrêmement touchante quand on repense à la manière dont Ace méprisait Roger et à quel point il a tout fait pour le renier jusqu'à son nom. Finalement, c'est assez triste de savoir qu'il ait jamais pu un jour réussir à boire une coupe de saké avec lui. Peut-être qu'il sait dans l'autre monde, cette scène se réalisera parce que comme disaient Roger et Oden, ils ne mourront pas. Mais bref, Yamato conclut ce flashback en révélant que c'est elle qui était à l'origine de la vive carte d'Ace, et dont ce petit bout de
papier aura eu une grande importance dans l'œuvre, puisque Ace l'a donné à Luffy sur Alabasta, et c'est elle qui lui signalera que son frère était aux portes de la mort, ce qui a conduit Luffy à nous offrir le grand arc de Marineford. De l'autre, si Yamato possédait la vive carte d'Ace, on peut se demander s'il avait reçu la sienne en retour. Si c'est le cas, alors ce serait un élément des plus intéressants, puisque Barbe Noire est le dernier à s'être tenu aux côtés d'Ace après l'avoir vaincu et rendu à la marine. Et si Teach a mis la main sur la vive carte de Yamato, alors il retrouvera facilement le chemin de Wano, ce qui reviendrait à mon hypothèse que les 4 Yonko seraient réunis à Wano Kuni. Mais ce qui en ressort de toute cette scène, c'est qu'on comprend mieux désormais pourquoi Yamato considérait le journal d'Oden comme une bible, car elle tenait réellement des prophéties divines entre ses mains, si précises que désormais, la prédiction selon laquelle la nouvelle génération sera celle qui vaincra Kaido se concrétise. Et elle nous mène justement à la page la plus démentielle, charismatique et extraordinaire de ce chapitre, Law, Zoro, Kid, Killer et le boss des boss, Luffy, en mode badass et déter se tiennent face à nos deux monstres de puissance que sont Kaido et Big Mom. Et quelle magnifique page, wow, vraiment elle est sublime, incroyable, j'ai juste pas les mots, ce flow apocalyptique avec l'eau assis au loin dans la même position que lorsqu'il se tenait face aux tombes des fourreaux, Zoro flawless, bras croisés, Tugman du game qui te dit yo les gros je vous termine tout de suite ou comment ça se passe, Killer déjà armé de sa serpe avec Kid Vénère qui a ramené son magasin de bricolage et puis Luffy quoi putain, Luffy mais quel flow, regardez-moi ça, petit pied posé sur le rocher, bras tenant son chapeau, petite cape de roi des pirates dans le vent, tout de classe incroyable. Et en face, t'as Mama, la beauté fatale, qui sort sa langue parce qu'elle a juste envie de les bouffer. Et Kaido, toujours aussi charismatique, même après avoir appris que c'était un Magikarp. Le tout... Même après avoir appris que c'était un Magikarp, le tout fondu dans un décor qui se prête parfaitement à l'ambiance titanesque de ces monstres de puissance. Franchement, une magnifique double page que nous offre Oda et qui m'a mis des frissons qui me sont remontés jusqu'au cerveau. Et le pire, c'est que c'est même pas fini puisque Luffy va offrir une leçon de vie à nos deux Yonko qui vont devoir s'incliner face à son Haki des rois. Il s'avance vers eux sans un regard, cap au vent, pendant que Kaido et Mama s'adressent à lui. Luffy leur donne même pas l'heure et s'incline face à Kinemon et s'excuse de son retard. Il regarde au loin les fourreaux en piteux état et demande à l'eau de les téléporter en bas du château. Il fait alors la promesse à Kinemon, qui, honteux de pas avoir réussi à faire honneur à son défunt maître, de s'occuper de Wano à leur place. Et c'est là que Luffy se met en mode sérieux, et rien qu'ici, sur ces quelques pages, c'est clairement l'humiliation à l'échelle de Richter pour nos Yonko. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est voici qui est Luffy au chapeau de paille. Tout avait été dit dans le titre. Il ridiculise totalement nos empereurs avec cette scène et montre que oui, c'est lui le boss. Quand Oda s'amuse à faire ce genre de moment où Luffy est un Tugman, je suis juste en mode fangirl. Ça m'a beaucoup rappelé ce moment où il stoppe le pied de Doffy avant qu'il écrase l'eau. Ou Nami quand il lui donne son chapeau et explose Arlong juste après. C'est une scène dont pourtant je suis très habituée avec le temps, mais qui parvient tout de même toujours à me surprendre avec autant de frissons quand je la vois. On reconnaît vraiment la signature d'Oda ici et c'est pas pour me déplaire. Et c'est là qu'on entre dans la toute dernière scène de ce chapitre. Kaido, armé de son kanabo, va pour frapper Luffy. Notre chapeau de paille esquive en sautant en l'air. Il gonfle son bras et s'arme de son Gear 3. Apparaît alors tous les flashbacks marquant l'épopée de nos samouraïs, avec pour seul souhait de venger leur défunt maître, libérer le pays de l'harmonie et défaire Kaido. La flamme de la rébellion vit dans les yeux de Luffy. Et c'est d'un Gear enflammé qu'il décoche une mandale à Kaido dont jaillit le sang et laisse apparaître sa toute nouvelle attaque, le Red Rock. Kaido tombe au sol, Luffy se relève tout en mettant son chapeau sur sa tête et conclut par ces mots: je suis Monkey D. Luffy, je vous dépasserai et deviendrai le roi des pirates. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Tout est là, la combinaison parfaite d'une page dédiée à la fangirl qui est en moi. Parce que oui, ça y est, on y est, enfin. Le combat tant attendu, celui qui risque de créer la plus grande guerre que One Piece ait connue, se tient sous nos yeux. Les personnages qui sont ici vont être à l'initiative des pires choses qu'on puisse voir dans le futur. Et c'est ça qui fait toute la grandeur de cette page et l'importance du chapitre 1000. Ça y est, on y est, il n'y a plus de retour en arrière possible et il va falloir se tenir prêt pour l'avenir. Il y aura probablement
des morts, des événements auxquels aucun de nous sommes prêts, et j'ai clairement hâte d'y être. Mais on n'y est pas encore, et avant ça, vous me connaissez, je dois vous faire part des petits secrets cachés derrière ces cases. Et croyez-moi, l'un d'eux est tout bonnement énorme, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Plus qu'un nouveau gear que nous offre Luffy ici, c'est la signification derrière le nom de cette attaque qui devient intéressant. Red Rock se traduit rocher rouge qu'on ne connaît que trop bien dans One Piece. L'un possède Reverse Mountain, découvert justement au chapitre 101, et l'autre Marie-Joise, terre des dragons célestes. Mais c'est aussi un nom qui devrait vous être familier puisque c'est précisément celui que j'avais utilisé dans ma théorie Shanks est un dit. En assemblant le véritable épithète de Shanks Red et le nom Rock, nous obtenons ainsi Red Rock, soit la traduction de rocher rouge. Un hasard incroyable qui pourrait permettre de révéler l'un des secrets les plus incroyables de One Piece. Mais avant ça, analysons les 3 traductions qu'on peut donner à Red Rock. La première et la plus simple, celle liée aux armes. On le sait, les attaques associées au gear de Luffy sont toujours pour la plupart liées à l'artillerie. Jet pistol, missiles, bazooka, canon, c'est donc la traduction qui semble la plus adaptée à cette nouvelle technique. La seconde, l'oiseau rock. Il devrait vous parler puisque ce rapace fut longuement développé dans l'une de mes théories. Et il s'agissait d'un oiseau issu des contes des Mille et une nuits. Sachant que le gear de Luffy s'associe très souvent à des animaux, Snake Man, King Kong Gun, etc., il n'est pas impossible de penser que cette attaque soit à son tour associée à cette thématique. Enfin, la troisième est celle qui vous a juste révélé l'un des plus grands secrets de cette année et qui pourrait bel et bien confirmer une de mes théories. Le Red Rock serait une référence à God Valley. Oui, vous rêvez pas et vous allez comprendre pourquoi. Quand on cherche un peu la signification de ce nom, on découvre Red Rock en Arizona. Alors vu comme ça paraît rien, pourtant c'est dans cette contrée que se trouve la cathédrale Rock. Et je pense que j'ai pas besoin d'en dire davantage puisque l'image parle d'elle-même. Il s'agit là de la même architecture que God Valley. Ce même God Valley où se tenaient anciennement les Rocks, et donc Kaido vient de se prendre une attaque du même nom. Un vrai hasard mais qui ne s'arrête pas là et qui pourrait une nouvelle fois confirmer ma théorie selon laquelle God Valley est une île aux allures de Far West. Car Red Rock se trouve dans la ville de Sedona, là où les plus grands classiques de western hollywoodien ont été tournés, tels que La Flèche brisée avec James Stewart. Mais le fait que ce lieu soit une cathédrale est d'autant plus étrange quand on sait que dans une couverture, Shanks se tenait justement devant une église avec des cactus. Dans tous les cas, la révélation de cette attaque était tout simplement incroyable et portait une grande signification. Enfin, on va conclure avec le meilleur pour la fin, la possible confirmation que Joy Boy soit bel et bien Luffy, ou plus fou, Shanks. Et ceci grâce à une seule et toute petite case. Celle où on voit Luffy remettre son chapeau sur la tête et où on peut penser à l'image de Shanks quand il transmet ce fameux symbole de liberté à Luffy dans le premier chapitre. Mais ce n'est pas cette référence à laquelle je pense, mais celle du chapitre 626 quand Otohime mentionne Joy Boy pour la première fois. En le voyant comme ça, c'est vrai que ça peut rappeler aussi Shanks. Mais désormais avec ce chapitre, quand on voit Luffy en ombre et qu'il porte cette grande cape, on ne peut qu'imaginer que Joy Boy soit bel et bien Luffy. Et ça se confirme d'autant plus avec le mot d'Oden lorsqu'au chapitre 968, il annonçait que Joy Boy viendrait rouvrir les portes de Wano. Et en transmettant ce devoir à notre Mugiwara, Kinemon place les espoirs de son maître dans le même homme qu'il y a 800 ans, fit rire aux larmes Roger sur Raftel. Alors tenons-nous prêts pour le jour où cette révélation se confirmera, car elle sera très certainement, et sans nul doute, l'une des plus belles pages de l'œuvre. Et voilà mes abonnés, c'est la fin de cette review, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et que vous aurez pris autant de plaisir à l'écouter que moi de la faire. C'était la toute dernière de l'année et elle était d'autant plus importante puisqu'elle se termine en beauté avec ce chapitre. Donc je vous souhaite à tous une très belle année mes abonnés, c'était une période pas facile pour beaucoup d'entre nous, mais j'espère que la prochaine sera meilleure. Ce qui est sûr c'est que votre soutien sans faille, vos messages et votre respect envers mon travail et moi-même est l'une des plus belles choses qui soit et pour ça je vous remercierai jamais assez. Et ce qui est certain c'est que je continuerai à donner le meilleur dans mes vidéos, d'autant que c'est la dernière ligne droite et que ma bonne résolution sera de parvenir à conclure les théories des nerfs pour 2021 cette fois. Parce que oui, tout a une fin et nous arrivions sur la dernière ligne droite. Alors préparez-vous pour ce grand moment, on se dit à l'année prochaine et comme toujours, prenez bien soin de vous.